est avec nous, président fondateur d'ATA et de Business Angel des Cités, Sébastien Forest, président fondateur d'Alloresto, Vincent Barbet, qui est le cofondateur d'Adminium, et Ludovic Huro, le président fondateur d'Attractive World. Merci beaucoup, messieurs. Venez vous installer, je vais même vous offrir un micro. Vous allez nous raconter un petit peu comment, finalement, vous avez adopté l'IT immédiatement dans votre démarche. Aziz, je sais que vous êtes un entrepreneur, mais vous êtes aussi un fervent défenseur de l'entrepreneuriat, notamment dans les cités. Vous avez fondé un fonds qui s'appelle Business Angel des Cités. Vous nous direz un petit peu comment vous sélectionnez les entreprises et comment l'IT, finalement, permet à de jeunes entrepreneurs de pouvoir se lancer sans trop d'investissement au départ. Et on va voir comment on essaie de transformer une bonne idée en business, puisque c'est ça qui compte. Ludovic Huro, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes le président fondateur d'Attractive World. Exactement. Alors, autant le dire, dès le départ, lorsque vous êtes lancé, ça a fait beaucoup de bruit, puisqu'on disait que c'était le site de rencontre pour les gens qui sont beaux. C'est les journalistes qui disent ça. Il n'y a pas que les journalistes, mais enfin, c'est vrai qu'on l'a dit. C'est vrai, j'avoue qu'on l'a dit. Comment vous avez vécu d'ailleurs cette période de lancement? Quand on se lance comme ça, vous aviez 24 ans à l'époque. Ouais. Et on se dit, je vais me faire dégommer rapidement. Là, comment vous l'avez vécu? Bon, déjà, avant de créer l'entreprise, tout le monde m'a pris pour un fou, effectivement, ouais. Puisque à l'époque, je travaillais dans un fonds d'investissement. Et que quand j'ai annoncé que je voulais créer un site de rencontre et concurrencer le leader coté en bourse, qui était mythique à l'époque, on m'a dit, t'es complètement dingue, Ludovic, ça marchera jamais. Et j'étais un petit peu naïf, je ne me rendais pas compte du degré d'expertise dont on avait besoin pour créer ce type de plateforme. Des fonds aussi nécessaires, parce que c'est vrai qu'on a l'impression de l'extérieur qu'Internet c'est facile, on peut limite le faire à la maison tout seul. Et à la fois c'était extrêmement excitant le lancement parce qu'il y a eu beaucoup de buzz sur le concept d'Attractive World, et à la fois c'était extrêmement frustrant parce que je me suis rendu compte que développer une plateforme numérique telle que celle d'Attractive World est extrêmement complexe, et au début le site buguait toutes les 5 secondes, les pages mettaient 30 secondes à se charger, et donc c'était aussi un peu frustrant, mais bon, il y avait eu du bon et du mauvais. Ouais. Vous avez 29 ans aujourd'hui. Maintenant, oui, 29 ans. Il faut savoir que dans son parcours, ça n'a pas été toujours très rose, puisque je vois qu'effectivement, vous vouliez enfant déjà aider le boulanger du quartier à vendre plus de bonbons. Bon, ça c'est un fait. Mais après les études, c'est presque limite. Vous avez failli vous faire virer du lycée. Ouais. Ça s'est arrangé. Ouais. Et à 22 ans, on vous trouve dans des conseils d'administration de plusieurs entreprises. Oui, c'est vrai que on va dire que la période du lycée a été difficile. J'ai découvert les boîtes de nuit un peu trop tôt. Et donc du coup, vous avez arrêté maintenant. Et donc, ouais, maintenant j'ai arrêté. Et c'est vrai que voilà, après, une école de commerce et un démarrage dans des fonds de private equity, des fonds de LBO. Ouais, voilà. Mais vous en sortiez plutôt bien à l'époque. Vous avez gagné de l'argent et à l'âge de 24 ans, vous plaquez tout et vous lancez l'entreprise? Oui, parce qu'en fait, je travaille dans un fonds qui s'appelait Industrie et Finance Partenaires, qui est un fonds qui gère à peu près 200 millions d'euros et dont la stratégie était de racheter des entreprises small cap, on va dire, et de développer avec les entrepreneurs, en faisant de la croissance externe, des groupes un peu plus gros. Et c'est vrai que c'était à la fois extrêmement excitant parce qu'on était j'étais à côté d'entrepreneurs qui développaient leur entreprise, on les aidait à faire de la croissance externe, on comprenait, ça m'a apporté vraiment une vision sur plein de marchés, plein de business models, les aspects juridiques, les aspects stratégiques, etc. Mais c'est vrai que j'étais extrêmement frustré parce que c'est vrai que c'est des métiers où on gagne bien sa vie. En plus, on a ce qu'on appelle des parcelles, donc c'est des choses qui vous incitent à rester très très longtemps pour toucher la plus-value dans 5 ans, 7 ans, 10 ans. Et qu'au fond de moi, c'est pas ça qui me faisait vibrer. Je voyais les entrepreneurs, j'avais envie d'être à leur place. Et je me disais, plus je reste, je vais vieillir, je vais commencer à m'acheter un appartement, je vais avoir une femme, des enfants. Et après, ça va être de plus en plus difficile de tout quitter et de monter ma boîte. Et voilà, donc les premiers mois dans Industrie et Finance, j'avais une idée de boîte tous les jours, mais j'avais jamais le courage de la développer. Et à un moment, 2 de mes copains, lorsque je leur ai parlé d'Attractive World, et l'idée de lancer un site plutôt positionné sur le segment haut de gamme et d'imbriquer un réseau social, ils m'ont dit, écoute Ludovic, tu nous parles d'une nouvelle idée tous les mois, soit tu le fais, et nous on met de l'argent avec toi, et de toute façon tu as 24 ans, même si ça marche pas, c'est pas grave, tu auras une super expérience, soit tu arrêtes de nous parler de tes nouvelles idées, parce que bon, il y a un moment on en a marre. Voilà. Alors, l'entreprise a été créée en 2007, ça fait à peu près 5 ans, 5 levées de fonds, du haut de ces 24, 25, 26 ans quand même. Au total, ça fait 5,3 millions d'euros qui ont été levés. Voilà, auprès de Business Angel, exclusivement. Ouais. Est-ce qu'on lève facilement de l'argent lorsqu'on a 24, 25 ans et qu'on lance un site de rencontre finalement?
Au début, c'est très dur, parce qu'au début, de toute façon, vous allez voir des investisseurs, ils vous disent qu'il faut faire du chiffre d'affaires pour commencer à les intéresser, notamment les fonds d'investissement. Et donc, vous êtes obligé un petit peu de voir la famille, les amis, et de vous faire présenter du monde. Et donc, c'est vrai que les premières levées de fonds sont extrêmement compliquées, parce que j'avais 24 ans, je ne connaissais rien à Internet, je ne connaissais rien au management, et il a fallu une poignée de business angels, comme on les appelle, qui disent, bon, bah, Ludovic, nous, on te fait confiance, on pense que tu vas y arriver, et que ton idée a l'air, en tout cas, correcte. Et on va miser sur toi. Et donc en mai 2008, on a réussi à lever 550 000 €. Et voilà, grâce à ces gens-là qui nous ont fait confiance, derrière, on a pu commencer à recruter des gens qui avaient de l'expérience dans Internet. La question de l'investissement revient souvent. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes pousses et puis des gens qui ont des idées dans cette salle et qui aimeraient bien pouvoir les financer. Juste une petite parenthèse, on va revenir sur Attractive World. Mais Sébastien Forest, vous aussi, vous suivez des entreprises d'Internet, vous les accompagnez en dehors de votre entreprise qui est alloresto.fr. Est-ce que c'est facile finalement de choisir une entreprise Internet que l'on va suivre, que l'on va accompagner, et dans laquelle on va investir? Alors, oui, bonjour à tous tout d'abord. Oui, c'est une démarche dans laquelle je me suis inscrite. Alors, je suis moins impliqué que pour... Je pose la même question à Aziz, bien par exemple, entendu. Aziz, dans la mesure où moi, en fait, je coopère avec un fonds qui s'appelle Isaïe, qui a été créé qui s'appelle le Fonds des entrepreneurs de l'Internet. Mais je suis je suis un des financiers, mais voilà, sur une portion assez limitée. Alors, je ne sais pas si Aziz ou vous-même, mais ce qui m'intéresse, c'est, par exemple, on vient de voir Ludovic, mais pour vous aussi, il y a une véritable histoire autour de vous, dans l'entrepreneuriat et dans le montage de votre entreprise. Et ça, c'est important, parce que lorsqu'on va voir un investisseur, il faut déjà le rassurer. C'est quand même avant tout une histoire humaine. On l'a évoqué à plusieurs reprises ici même. Il faut que ça passe, il faut que l'idée passe. Et même du haut de ses 24 ans, il faut qu'on arrive à convaincre. Et c'est là où tout se joue finalement. J'ai un peu ce sentiment-là. Comment est-ce qu'on se prépare ? Moi, la première fois, je me souviens du premier meeting que j'avais avec des investisseurs. J'ai eu une espèce de blackout pendant 30 secondes. J'étais plus capable de dire quoi que ce soit. Au final, le lendemain, alors que j'en avais vu une dizaine, donc qui avaient vu mon dossier à l'Oresto, qui étaient venus, donc qui étaient a priori intéressés. Le lendemain, j'en ai vu un autre qui avait eu un empêchement la veille. Autant vous dire que je m'étais complètement décrédibilisé aux yeux de tous ceux qui m'avaient vu lors de cette réunion au travers duquel j'ai connu ce blackout sans être capable de sortir le moindre mot pendant 30 secondes. Et le lendemain, en fait, il y avait un investisseur donc, qui n'avait pas pu venir la veille. Et finalement, c'est lui qui a investi dans le projet. Et voilà, aujourd'hui, on fait plus de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires au bout de 14 ans. Donc voilà, on va raconter les hasards de la vie. Il y a une part de hasard aussi. Aziz, quand vous accompagnez des jeunes comme ça qui viennent vous voir, quel est l'élément déclencheur? D'abord, j'imagine que c'est le projet, la faisabilité du projet, bien entendu. Ensuite, il y a une histoire d'homme ou de femme derrière. Et ensuite, il y a, j'imagine, puisqu'on a l'IT for Business Forum, que la part d'IT intégrée dans une stratégie, donc une cohérence, compte aussi dans les choix que vous faites. Bonjour à toutes et à tous. Oui, bien évidemment, c'est la cohérence. Et avant même le projet, moi, la manière dont je regarde justement les deals qui arrivent, les propositions d'investissement, c'est pas forcément le projet. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qui j'ai face à moi, la nature humaine. On va s'embarquer sur un navire, il va y avoir peut-être des tempêtes. Ce qu'on veut savoir, d'abord, c'est est-ce que le gars qui vient nous voir, ou l'équipe, ou la jeune femme, va être à même de tenir la barre si jamais il y a des tempêtes en mer. Donc c'est d'abord, vous le disiez tout à l'heure, des qualités humaines. Il vaut mieux avoir une très bonne équipe avec un projet moyen qu'un très bon projet avec une équipe moyenne. Ça, c'est la base même. Ensuite, pour dédramatiser un petit peu, il n'y a pas un business plan aujourd'hui qui est respecté. Qu'on se le dise, on passe des heures à travailler sur le business plan. Messieurs, dames, décomplexés face à ça. Il n'y a pas un business plan qui est tenu dans ce pays, dans le monde. C'est une tendance, c'est une ligne, c'est une direction, c'est une courbe. C'est une orientation, c'est un objectif à atteindre. On est souvent au-dessus, tant mieux. On est parfois en dessous, il faut l'expliquer. Mais ça reste une analyse de cohérence entre celui qui nous présente le projet, le passé, qu'est-ce qu'on a fait, d'où on vient, et puis un avenir, bien évidemment, plutôt radieux, on l'espère, pour pouvoir convaincre l'investisseur. Donc c'est plutôt tout ça, mais c'est d'abord et avant tout les qualités intrinsèques humaines.
et professionnel de l'équipe. Ludovic Huro, pour revenir à Attractive World, la première levée de fonds a été compliquée, mais je crois après ça a été plus simple, non? Bah en fait, plus on a réussi à avancer, plus on a déjà la première levée de fonds nous a permis de recruter enfin des gens qui avaient de l'expérience dans Internet, notamment dans la technologie, mais même dans le marketing. C'est-à-dire que vous êtes parti avec des gens qui n'avaient pas d'expérience, c'est ça? Bah, je connaissais personne. C'est des étudiants qui ont fait mon premier site Internet. Bon, ça marchait à peine, mais s'ils ne l'avaient pas fait, on l'aurait jamais sorti. Parce que, contrairement aux idées perçues, effectivement, avec peu d'argent, on peut se lancer dans Internet. Mais par contre, le coût de la professionnalisation coûte vraiment, vraiment cher, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut commencer à faire payer des services, eh ben, on a vraiment besoin d'une équipe d'ingénieurs, d'être sur tous les supports, mobile, iPad, etc., de faire évoluer toujours le site avec les nouvelles technologies, se faire connaître, et c'est là où ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Alors, une question qui m'a été posée à plusieurs reprises, je pense qu'elle va peut-être arriver, j'en sais rien, vous avez levé des fonds, je crois, la dernière levée, c'était en septembre dernier. Ouais. C'était pour financer de la communication, non de la pub, on voit partout là. En fait, oui, c'était pour financer de la communication. En fait, on est dans un business, Attractive World, c'est un business d'abonnement. La difficulté, c'est que les gens s'abonnent pendant longtemps, ou parfois ils s'abonnent, ils s'arrêtent et ils reprennent. Et donc on met un certain temps à récupérer l'intégralité des dépenses d'un membre qu'on va acquérir en marketing. Et donc le problème, c'est que BFM, il faut les payer en fin de mois. Et Canal+, c'est pareil, alors que le membre, il va vous payer sur 2 ans, 3 ans, et c'est surtout cet écart-là qui nous permet, dont on a besoin au niveau de la levée de fonds. Voilà. On a été rentable, en fait, on a atteint la rentabilité en mi-2011, et après on est reparti sur un fort cycle de croissance où effectivement on a beaucoup investi en télé, en affichage, en radio, et c'est cette croissance qu'il faut financer, c'est cet écart de revenus qu'on avait besoin de financer. Ouais. Vous nous parlerez de vos projets dans un instant, hein, parce que là, il faut avancer aussi. Sébastien Forest, on va revenir sur alloresto.fr. Comment a démarré cette aventure-là? Alors, je sais que c'est une histoire que vous aimez bien, Michel. Ah, je la connais, moi, ouais, effectivement. En fait, tout a commencé en 97, alors que j'étais étudiant en licence de Sciences Éco à Tours. J'étais en train de préparer mes examens et un dimanche, le soir venant, la faim arrive elle aussi, et j'ai une grosse flemme de me faire à manger. Et je me dis, tiens, je vais me faire livrer. Malheureusement, je n'avais pas de menu de restaurant sous la main. J'ai donc pris la seule base de données qui existait à l'époque, à savoir les pages jaunes. Et je me suis dit, voilà, je vais tout bien trouver un restaurant ouvert. Malheureusement, on était en 97, j'étais à Tours à cette époque-là. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un restaurant qui soit d'une part ouvert, mais en plus qui accepte de me livrer. Et une fois que j'en ai trouvé un qui accepte de me livrer, j'avais pas sa carte. Et là, la personne que j'avais au bout du fil, qui était passablement énervée, a commencé à me lire tous les plats qui composaient sa carte. L'ensemble de l'exercice a duré une bonne quarantaine de minutes, et en raccrochant, moi je venais de découvrir Internet, et je me suis dit, je dois quand même pas être la seule personne à avoir une petite flemme de me faire à manger, d'avoir envie pour autant de me faire plaisir. Et j'ai donc imaginé un service qui, en tant qu'internaute, allait me permettre d'obtenir la liste de tous les restaurants qui pouvaient me livrer à l'endroit où je me trouve, de consulter la carte de chacun de ces restos et de pouvoir passer une commande directement depuis mon ordinateur. Voilà, donc le site a été lancé en juin 98, juste avant la Coupe du Monde de football, hein, la vraie, hein, celle qu'on a gagnée. Et maintenant, aujourd'hui, voilà, on travaille avec un peu plus de 1300 restaurants, un petit peu partout en France, principalement quand même dans les grandes villes. Et on a livré l'année dernière 3,2 millions de repas qui ont été commandés exclusivement, soit sur Internet, soit sur notre version mobile, soit sur nos outils mobiles. La mobilité aujourd'hui représente plus de 12% de nos commandes. C'est-à-dire qu'on passe commande sur un smartphone, comme on me disait tout à l'heure, enfin sur un smartphone, ou une exactement, tablette, ou sur une tablette, ou sur son PC. Ça fait bizarre de dire que voilà, le PC, c'est la façon classique de commander. On va voir dans un instant comment les technos vont vous permettre de vous développer. Quand même une parenthèse, vous avez oublié, là, en 2000, je crois, ou 2001, la bulle Internet éclate. Ah oui, là, si j'ose dire, vous éclatez avec. Ah oui, on a été pris dans le tourbillon. On est même passé très près du dépôt de bilan. Hein. Et je pense que, étant donné l'état de nos finances à l'époque, si on avait été au dépôt de bilan, on aurait enchaîné avec une liquidation. Donc voilà, on a réussi
à sortir de cette phase-là, un peu... Enfin, ce qu'il faut comprendre, malheureusement, vous avez licencié à ce moment-là, vous étiez une vingtaine, vous vous retrouvez à 2, moment très difficile. Qu'est-ce qui vous a permis de rebondir à un moment donné et repartir et donc re-recruter et afficher les chiffres que vous affichez aujourd'hui? Alors, parce qu'il y a un moment de solitude, j'imagine. Il faut arriver à se replacer dans le contexte, parce qu'en gros, entre fin 99 et début 2002, alors que voilà, il y avait toute cette bulle Internet, nous on a dû lever 3 millions d'euros pour financer le développement d'Alloresto. Et en septembre 2002, c'est pour vous donner, vous compreniez la violence de cette économie. En septembre 2002, les investisseurs ne voulaient plus rien mettre, alors qu'à priori, ils avaient déjà investi 3 millions d'euros, ce qui était quand même une somme colossale, mais voilà, c'était un tel raz-de-marée dans cette économie du numérique et du e-commerce que plus personne n'y croyait et Alloresto, à l'époque, n'était pas rentable, perdait de l'argent et puis n'avait pas de perspective à court terme qui lui permette d'envisager d'atteindre le break-even. Et donc, fin 2002, alors que la dernière levée de fonds avait dû intervenir début 2002, fin 2002, c'est un ami qui vient me voir et qui me dit « Écoute, tu es sur le point de déposer le bilan, c'est peut-être dommage. Est-ce que tu voudrais pas qu'on réfléchisse aux façons qui pourraient te permettre de sortir Alloresto de l'ornière ?» Et en fait, on a réussi à récupérer plus de 90% des titres avec 60 000 euros. Alors que au cours des 2 ans qui avaient précédé, les investisseurs avaient mis 3 millions d'euros. C'est pour dire à quel point, tout d'un coup, tous les acteurs de cet univers ne croyaient plus du tout dans les chances des sociétés Internet et de e-commerce. Je dois en conclure qu'il est plus difficile aujourd'hui de monter un business, même si on y met de l'IT, qu'à l'époque. Alors, je sais pas, quand on voit ce qui vient de se passer avec Instagram, je suis pas sûr. 12 salariés qui se revendent 1 milliard d'euros à Facebook. Ah, donc c'est-à-dire qu'il y a de l'argent, quand même. Il suffit d'avoir la bonne idée. Je pense qu'il y a encore des belles histoires. Il y a encore des belles histoires. Avant de donner la parole à Vincent, puis Aziz, vous intervenez quand vous le souhaitez, mais après on va parler un peu plus de l'entrepreneuriat. 2 petites choses qui me font sourire. Je vais lancer un site pour célibataires pas regardants. Y a-t-il un business angel dans la salle? Je trouve ça assez drôle, vous l'avez vu passer. En revanche, il y a une personne qui nous demande, c'est quoi un célibataire exigeant? En fait, un célibataire exigeant, c'est quelqu'un qui est exigeant sur le service auquel il attend. Oui. Sur les sites classiques, même si y a des très belles histoires aussi, on se retrouve dans des sites où il y a des millions et des millions de célibataires, avec des gens qui cherchent des relations d'un soir, des gens qui cherchent des relations sérieuses, des gens qui ont des styles de vie complètement différents. Vous avez des gens qui ont des photos, des gens qui n'ont pas de photos. Alors s'ils n'ont pas de photos, c'est peut-être parce qu'ils sont mariés. Voilà. Donc on s'est dit que les gens qui allaient exiger un service un peu plus haut de gamme, et donc qui restent sur Attractive World, sincères dans leur démarche, c'est ça ? Voilà, l'idée d'Attractive World, c'est de fédérer des gens qui sont dans une démarche de relations sérieuses et qui ont un style de vie un peu plus urbain, on va dire. C'est bon, c'est ça. Vincent Barbet, parlez-nous un petit peu de cette entreprise qui s'appelle Adminium. Quelle est votre activité pour qu'on vous connaisse un tout petit peu mieux? C'est du coffre-fort virtuel, c'est ça? Alors, bonsoir, oui. Alors, Adminium, c'est bye-bye la paperasse. C'est-à-dire, c'est votre bureau numérique, votre boîte aux lettres numérique, qui va vous permettre de gérer tous les documents papier que vous voulez protéger dans un coffre en les scannant, ou tous les documents numériques que vous ne recevez plus, qui sont sur les portails de vos différents fournisseurs, que ce soit opérateurs téléphoniques, opérateurs de bouquets télé, opérateurs d'énergie, etc. Et puis tous les dimanches soirs, vous passez 25 minutes à aller sur chaque portail récupérer les PDF si vous voulez avoir un peu de rigueur dans votre gestion. Et Adminium fait tout ça pour vous, collecte automatiquement ces documents. Et puis bien sûr, le document c'est une chose, mais c'est surtout l'information qui est dans le document qui est importante. Donc on va extraire les dates d'échéance, les montants, permettre de faire des analyses, de faire des alertes et de partager au sein de votre foyer toute votre vie administrative, numérique et financière. Comment démarrer ce projet? C'est parti d'une idée en se disant, bah voilà, il manque effectivement des coffres-forts ou des classeurs, on va dire, de tous nos papiers. Et hop, de cette idée, on en fait un business. Mais la question que tout le monde se pose, c'est on a beau avoir une belle idée, comment est-ce qu'on arrive à la transformer en business? J'imagine qu'il y a pas mal de galères. Quelle est la feuille de route? Alors, il y en a pas mal. Il n'y a pas de recette en même temps. Oui, il n'y a absolument aucune recette. C'est vrai que la dématérialisation dans le monde du B2B
particulier, elle est assez avancée. On a plein de gestion dématérialisée des achats, etc. Mais dans le monde du particulier, elle est rampante et elle est assez subie pour le particulier. Donc avec mon associé Didier Louvet, qui est à l'origine de l'idée d'ailleurs, on a eu cette idée de se dire le bureau numérique va commencer à arriver avec les tablettes, avec les PC, etc. Donc c'est de là qu'est partie l'idée. On a commencé à travailler dessus début 2010. Et nos concurrents sur le principe, quand on parlait de l'idée à différents investisseurs, c'est « Ah oui, mais bon, vous êtes un concurrent de CDC Archineo qui fait des coffres numériques, désolé, mais c'est pas la même envergure. » Ou alors « Ah oui, mais vous êtes un concurrent de La Poste qui va sortir Digipost, désolé, mais c'est pas la même envergure. » Donc, et je reviens sur ce que disait Ludovic sur l'industrialisation de l'IT. Nous, on a passé toute l'année 2010 en fonds propres à démontrer qu'on pouvait, dans une start-up, faire du système d'information extrêmement solide. Le coffre-fort numérique, il doit être protégé, ce sont vos données, ça doit être géolocalisé en France pour être sur le droit des données personnelles de la France, etc. Donc on a passé toute l'année 2010 à démontrer aux investisseurs qu'effectivement on pouvait faire quelque chose d'extrêmement solide. Et après on a levé finalement 2 millions d'euros sur l'année 2011. Après ils nous ont aidés à financer tout le frontal. Comme vous disiez, ça coûte extrêmement cher la couche frontale. Et ils nous ont aidés aussi à financer cette acquisition, ce marketing, cette existence d'Adminium. 2011, 2010, 2011, c'était pas une grande période. On était vraiment déjà au fond de la crise. L'IT est sorti, comme le disait tout à l'heure Thierry Breton, ça fait partie des entreprises qui ont plutôt bien surfé malgré le contexte économique. Je pense qu'en tout cas, il y a aujourd'hui, on a tous commencé notre vie il y a un certain nombre d'années, mais aujourd'hui avec les produits open source, avec le cloud, avec la capacité aussi d'organiser votre entreprise, tout ce qui est télétravail, télé à distance. Ludovic disait, je connaissais personne, j'avais pas de ressources. Aujourd'hui, vous avez envie de travailler avec un expert qui est à Marseille, vous pouvez travailler dans de très bonnes conditions avec un expert qui est à Marseille. Donc c'est vrai que c'est propice pour développer tout ça. Et puis on le sait tous qu'en moment de crise, c'est aussi là où il faut investir ou prendre des risques. Donc c'est vrai qu'en 2010, c'était pas joyeux, mais nous on était au fond de la mine à construire tout notre socle, tout le moteur de notre coffre. Et puis maintenant, on est prêt pour surfer sur la vague de dématérialisation qui arrive. Mais vous étiez à la mine, vous auriez pu y rester, quoi. C'est ça aussi. Oui, parce que on a démontré aux investisseurs qu'on pouvait, de manière très sérieuse et à moindre coût, faire des technologies très solides. Ouais. On va continuer et comme on arrive tout doucement vers la fin de cette table ronde, j'aimerais également, si vous avez des questions, profitez-en. On va essayer de faire quelque chose de très interactif, c'est aussi intéressant. Aziz, est-ce que l'IT est un moteur pour les jeunes qui souhaitent se lancer, selon vous, peut-être avec peu d'investissement, mais quand même avec une bonne idée, c'est ce qu'on voit, une bonne idée finit par séduire, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Vous savez, moi je suis très impliqué dans le domaine du développement économique, particulièrement sur les zones urbaines sensibles et sur les banlieues. L'IT, bien évidemment, le web a contribué à une chose, c'est la rupture d'inégalité face à l'information. La problématique d'il y a quelques années, c'était que selon l'endroit où vous étiez, selon l'origine sociale, etc., l'accès à la création d'entreprises, au développement d'un business n'était pas la même, parce qu'il y avait ceux qui pouvaient avoir l'information à contacter des experts, etc., etc., et puis ceux qui ne l'avaient pas. Aujourd'hui, la problématique, c'est pas tant le niveau d'information, c'est le tri dans cette information. Vous allez sur Google, vous voulez créer une entreprise, vous voulez faire une étude de marché, sur n'importe quel secteur, vous trouvez toutes les études. La différence, elle se fait entre ceux qui ont et qui savent trier cette information et ceux qui ne peuvent pas ou ne savent pas le faire. Donc, effectivement, sur les business qu'on voit, nous, l'apport qu'on peut avoir, c'est dans le tri de cette information et les technologies mises en place sont assez intéressantes pour aider justement ces entrepreneurs à aller encore plus vite. Bien évidemment, tout le développement de ces nouvelles technologies, aussi bien dans des entreprises qui peuvent être dans le domaine du service, je dirais, qui peuvent sembler simples, le nettoyage, la sécurité, le transport de marchandises. On a vu l'évolution en matière de développement parce que la circulation de l'information, la gestion du personnel a été largement simplifiée par tous ces outils-là. Maintenant, c'est vrai aussi que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a de belles DSS2I qui se développent aussi dans ces territoires. BAC, Business Angel des cités, nous venons d'investir dans une société informatique qui développe des outils d'accessibilité aux sourds et aux malentendants pour pouvoir aller acheter sur des sites de e-commerce. Donc ce sont des choses aussi qui sont en train de pousser ces jeunes pousses qui sont aussi dans des territoires où on se dit, mis à part, allez, je vous la fais cliché, du kebab et de la pizza, il n'y aurait pas forcément d'autres business qui pourraient émerger de ces endroits-là. Donc voilà un petit peu aussi les nouvelles technologies, c'est pas forcément uniquement des business qu'on pourrait imaginer à certains endroits. La banlieue est en train d'amener aussi sa valeur ajoutée sur le sujet. Ouais.
Vincent Barbé, je ne vous ai pas demandé, vous en êtes où aujourd'hui avec l'entreprise qui est toute jeune? Alors, on continue à se développer. On est passé dans une phase où donc on était sur le en ligne, comme on dit, fin 2010, avec une bêta extrêmement solide dans les mécanismes, et on n'avait pas encore trouvé le chemin de l'expérience utilisateur. On a pu, grâce à notre levée de fonds, relooker un peu tout le frontal et toute l'ergonomie. On a relancé le site septembre 2011. Et maintenant, on continue avec 2 axes. Un axe d'acquisition directe pour effectivement avoir des utilisateurs. Une démarche de B2B2C, c'est-à-dire de travailler en partenariat avec des grands facturiers, donc ce sont les opérateurs téléphoniques, les opérateurs d'énergie, qui eux aussi veulent que le taux dématérialisé de leurs clients augmente, mais pour ça ils doivent proposer des services. Donc on fait des partenariats avec eux pour un utilisateur qui accepte la dématérialisation, un coffre Adminium d'ouvert pour que la dématérialisation soit facile, sympa et traitée avec beaucoup d'intelligence. Il y a une question qui arrive concernant la pérennité de vos solutions finalement, parce qu'on vous confie une partie de notre vie. Oui. Beaucoup de gens vont plutôt à la Poste ou dans d'autres services comme ça, peut-être un petit peu plus connus. Pour être un peu plus rassurés, qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer? Alors, on leur dit qu'on y croit, qu'on va continuer, mais ça c'est une promesse qu'ils ne sont pas forcément obligés, ils ne sont pas forcément aussi convaincus que nous que ça va marcher. Par contre, on a créé quelque chose de très intéressant, on a créé l'association des coffres-forts numériques, où il y a à peu près 10 acteurs, dont la Poste, Digipost, etc. Et on a fait un mécanisme de coassurance, c'est-à-dire tout acteur défaillant, qui pourrait être défaillant, les utilisateurs de cet acteur vont pouvoir choisir où est-ce qu'ils veulent remettre leur patrimoine numérique. Alors sur la couche service, on est tous concurrents, donc on a tous des services complémentaires ou différents, ou différenciants. Par contre, si jamais un acteur est défaillant, l'utilisateur va dire « Ah bah tiens, moi je veux plutôt aller chez Adminium, ou moi je veux plutôt aller chez un autre, ou chez Digipost. » Et donc son patrimoine numérique va être garanti par les autres acteurs de la filière, en fait. D'accord. Aziz, vous voulez rebondir? Non, je voulais faire juste une petite plaisanterie sur la Poste en disant que simplement, on a tous eu des galères avec notre courrier, donc je ne sais pas si c'est un gage de sécurité de passer par la Poste. Et toc, ça c'est dit. Ça, c'est dit. Merci Aziz. Merci. Sébastien Forest, une question sur les grandes innovations à venir du côté d'Alloresto. Est-ce que vous pouvez nous surprendre? Vous surprendre? Ah bah, je vais essayer. En fait, nous, ce qui nous guide, on n'utilise pas, on n'a pas recours aux technologies juste par plaisir d'utiliser des nouvelles technologies. Notre ligne directrice est à chaque fois que cette technologie, elle doit rendre service et elle doit apporter un vrai gain à nos clients et à nos utilisateurs, que ce soit dans leur processus de paiement. Là, on vient de lancer un outil avec Payzen, qui est notre solution de paiement en ligne, qui permet à l'internaute de mémoriser de façon extrêmement sécurisée ses coordonnées bancaires, de carte bancaire. Si bien que lorsqu'il est en mobilité en train de passer sa commande, il a juste à dire bah voilà, je veux utiliser cette carte en touchant celle qu'il a enregistrée. Et voilà, on va pas lui redemander de ressaisir tout son code à 16 chiffres. Ce qui fait que dans un parcours client, dans le process, on permet à l'utilisateur de gagner vraiment énormément de temps. Et au niveau du commerce électronique, on s'aperçoit que toutes ces petites évolutions qui permettent là de gagner 3 secondes, ça peut paraître anodin, mais de gagner 3 secondes dans le processus de commande, et ben tout d'un coup vous constatez que ça a un impact de 5 à 6% sur vos volumes de vente, parce que vos utilisateurs les adoptent et trouvent que ah bah tiens, tout d'un coup c'est plus pratique, donc ils sont encore plus fidèles à vos outils. Mais ce qui nous guide à chaque fois, c'est il faut vraiment que la technologie, elle apporte un bénéfice aux clients. Suite au débat d'hier, moi j'ai une idée pour toi Sébastien. On a parlé des PES-personnes. Quand est-ce qu'Alloresto envoie, suivant les points de fidélité, un PES-personne connecté pour gérer le poids de vos clients et les inciter à avoir des menus extrêmement contextuels ou individualisés? Bon, on pourrait mettre ça pour 2013. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Aziz, vous vouliez rebondir? Non. La technologie. Il est bientôt midi, on va tous passer sur Alloresto. Ça va être ça, ouais, ça va être ça. C'est vrai qu'effectivement, ça commence un peu à creuser.
On va parler de vos projets, puis on va essayer de se projeter un tout petit peu plus. On est à une semaine du premier tour de la présidentielle, ça ne vous a pas échappé. Vous, jeunes entrepreneurs, on s'est aperçu, et on l'a évoqué ici même en ouverture, que le numérique était quand même, l'économie numérique et tout ce qu'on pouvait faire autour du numérique était quand même les grands absents des programmes des candidats. D'abord, est-ce que ça vous surprend, ça vous surprend pas? Vous n'avez pas besoin de ça et pour vous, il y avait un avant 6 mai et un après 6 mai. Comment est-ce que vous appréhendez un petit peu cette chose? Est-ce que le cadre est confortable pour vous pour pouvoir vous développer sereinement? Parce qu'hier, on nous a dit que tout était beau, qu'en France, il y avait du talent et qu'on pouvait tout faire pratiquement. Aziz, puis je pense que vous avez tous un avis là-dessus. Je ne vais pas être du tout objectif. D'abord, je pense, et ils vont en prendre pour leur grade, qu'il y a un décalage générationnel entre ceux qui se présentent aujourd'hui et puis le IT for Business Forum. Il y a quand même un décalage entre cette génération qui, pour elle, c'est normal d'avoir un iPhone, de faire du business, monter un site, toutes ces technologies. Je rencontre aujourd'hui des gens de ma génération qui ont des enfants qui savent utiliser une tablette avant même de savoir lire. Donc j'ai le sentiment qu'il y a déjà un décalage qui se constate aussi dans les programmes. Alors, est-ce que tout est beau? Est-ce que tout va être sympa après le 6 mai? Moi, j'ai quand même des inquiétudes, et là, c'est plus dans l'analyse politique. Est-ce que le fait de passer à un SMIC, non mais j'y vais franco, de passer un SMIC à 1 700 € et de taxer les riches, est-ce que c'est un bon signal à tous ceux qui aujourd'hui se disent moi j'ai envie de prendre l'ascenseur social, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de changer de vie, est-ce que c'est un bon signal? Et puis de l'autre côté, plutôt à droite, j'ai pas le sentiment qu'on ait réellement mis le paquet pour essayer de rentrer dans la compétition internationale avec les grandes places. Je pense essentiellement bien sûr aux Américains, à la Silicon Valley. À quand la Silicon Valley à la française, quoi? C'était la grande question, effectivement, parce qu'on dit que c'est un levier de croissance, mais on l'a un peu oublié. Voilà, c'était... Je pense que ce qui est important d'une élection à l'autre, et on en souffre tous, il y a effectivement le coût du travail en France, et puis c'est la stabilité fiscale. Et si on prend le crédit impôt recherche, qui est un outil phénoménal, il était à 50%, maintenant il est passé à 40% la première année. Et la grande question pour tous ceux qui sont en train de faire leur business plan pour lancer leur start-up ou pour des sociétés existantes, c'est comment je me projette et comment on me demande des business plans sur 1, 2, 3 ans. Alors, un crédit impôt recherche, ça peut être significatif dans le financement d'une entreprise. Comment je fais pour savoir si on m'enlève 10 ou 15% tous les ans, sur quelles ressources financières je vais pouvoir compter? Donc ça, c'est extrêmement important. A contrario, il faut reconnaître, et c'est très vrai dans le monde du web, toutes ces aides à l'innovation sont énormément avec des critères très technologiques. L'innovation sociale, l'innovation marketing est un peu moins prise en compte. Et il y a besoin d'élargir ces critères, parce que dans le monde du web, il n'y a pas que l'innovation technologique, il y a aussi beaucoup d'autres méthodes. Et ça, quand on l'explique à Oseo, quand on l'explique au ministère de la Recherche, ils ont besoin d'étendre un petit peu leurs critères de définition de l'innovation. Quand vous parlez d'innovation, c'est intéressant. Est-ce que pour vous, le fait que vous ayez intégré l'IT immédiatement, ça fait partie de votre ADN dans votre business? Est-ce que l'innovation est aussi dans le management, l'innovation est aussi dans la parité? Est-ce que tout ça, ça existe chez vous? En fait, je pense pas réellement que ça soit lié aux nouvelles technologies, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde les dirigeants d'entreprises de nouvelles technologies, peut-être qu'il y a un accès un peu plus simple pour un entrepreneur un peu plus jeune de devenir patron de sa propre entreprise dans les nouvelles technologies que dans une chaîne d'usine, parce que tout simplement, c'est vrai que les jeunes sont les premiers à découvrir les nouvelles technologies, c'est souvent les early adopters, c'est souvent eux qui ont des idées. On en a parlé aussi tout à l'heure, on peut lancer un business avec les nouvelles technologies, au début du moins, sans avoir besoin de beaucoup d'argent. Et moi, j'aurais plutôt dit qu'en fait, le fait d'être plutôt jeune, on peut aussi arriver avec une culture différente et essayer de l'imprimer à ses salariés et imprimer sa vision des choses. Alors, c'est pas forcément le fait d'être dirigeant d'une boîte de nouvelles technologies, c'est surtout le fait peut-être que les boîtes de nouvelles technologies sont un peu plus dirigées par des gens un peu plus jeunes qui peut-être ont une vision un petit peu différente des choses et du management. Mais chez vous, la vie est un petit peu différente ? La vie au travail, ou c'est un peu la même chose? En fait, pour ma part, pour moi, mes salariés, c'est mes partenaires. On est en train de vivre une aventure humaine juste incroyable. La boîte, elle évolue tous les 6 mois, on la reconnaît pas. Et tous les gens qui viennent dans l'entreprise, et j'étais complètement d'accord tout à l'heure lorsqu'Aziz a dit que le plus important, c'était pas forcément l'idée, c'était les hommes qui nous entouraient dans le projet, dans le développement du projet. Voilà, moi, les gens qui m'accompagnent, pour moi, c'est des gens avec qui je vis une aventure incroyable. Et la hiérarchie patron-salarié est beaucoup plus estompée, à mon avis, que dans des groupes un peu plus classiques. Avant de donner la parole à Aziz, juste une question. Est-ce que pour une génération Y, c'est compliqué de gérer une autre génération Y? Non, je pense pas, à partir du moment où c'est... Vous comprenez?
Ouais, on se comprend, mais à partir du moment où c'est une notion de partenariat et pas tant de relations hiérarchiques pures, et que la personne, lorsqu'elle se lève le matin, elle vit le projet à fond, elle a plein d'idées, et qu'elle se sent récompensée parce qu'elle a de l'autonomie et des responsabilités, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vas-y. Juste deux points. D'abord, le premier sur la différence entre la sphère privée, le monde de l'entrepreneuriat, des entreprises, et le monde de l'administration, le monde public. Il y a une véritable rupture. On a une sphère business qui va à une vitesse extraordinaire aussi grâce à tous ces outils, et puis une administration qui a du mal aussi à s'approprier les outils pour faire un petit peu sa propre révolution interne, pour que l'administré soit plus en contact avec son administration. Alors ça me fait toujours sourire lorsqu'on a un portail de telle ou telle administration qui s'ouvre en disant « on a enfin un guichet unique ». Je ne sais pas vous, chers collègues, mais moi ça me fait sourire parce que le guichet unique dans nos business, c'est le modèle même en se disant il faut qu'on simplifie tout à nos clients. Donc juste rappeler une chose, c'est que le temps et la manière dont avance l'administration, il y a un gap de plus en plus important avec cette sphère économique qui avance à une vitesse folle. Ça, c'est le premier point. Le second point, je voulais juste rappeler que toutes ces technologies sont des outils. Et ce n'est pas l'outil qui forge le management, c'est le management qui essaye d'adapter des outils à l'équipe qu'il a. La psychologie, essayer d'amener des gens à se surpasser, comme dans le sport. Ce n'est pas parce que vous passez d'un ballon ovale à un ballon que vous devez mettre dans un panier que la psychologie change. Les outils sont différents, mais l'engagement, les objectifs, le challenge, tous ces outils psychologiques qu'on essaie de mettre en œuvre ne changent pas. Mais on oriente différemment parce qu'on a des outils qui peuvent être différents. Voilà, je voulais juste amener ça. Non, c'est intéressant. Et il y a même quelqu'un qui a dit « il a raison ». Voilà, c'est écrit. Ça dépend qui c'est. Je vous le dirai après. Thierry Breton, ça m'arrange. Sébastien, oui, je voulais juste revenir sur l'aspect sensibilité de nos candidats aux problématiques d'entrepreneuriat et des questions IT. Moi, je me sens... alors c'est peut-être parce qu'on est en France et que j'ai créé ma boîte en France, mais je me sens entrepreneur et je pars du principe que malheureusement en fait ma mission elle est d'agir sous contrainte, voilà. Et bon, effectivement on va peut-être pas me créer un contexte qui va m'être favorable, mais c'est pas ça qui va j'ai pas le sentiment que c'est ce qui va m'empêcher d'entreprendre et d'investir dans des projets quels qu'ils soient, voilà. J'ai ça viscéralement en moi. Je peux déplorer et regretter de pas ressentir de soutien de la communauté, mais le fait est, voilà, ça va pas être un frein parce que j'ai ça ancré en moi et j'y vais, et puis voilà, et puis advienne que pourra, et puis Alors, on va faire parce que ça passe très très vite, on fait un petit tour de table pour parler de vos projets. Et ensuite, Aziz, on verra un petit peu pour essayer de donner un petit peu la niaque ou pour ceux qui doutent. Mais, et les projets, c'est autour d'une question centrale. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, en 2012, grâce à l'IT, développer sereinement son entreprise en France? J'imagine que vous avez quelques projets. Je vais commencer avec vous, Ludovic Huro, pour Attractive World. Quelle est l'actualité et les projets de développement? Et est-ce qu'on est dans un contexte favorable pour continuer? Vous allez me dire, vous, ça fait 4 ans que ça continue, que ça trace. Ouais, enfin, même si c'est pas forcément facile tous les jours. Mais on va dire que c'est vrai que sur l'année 2012, c'est continuer le développement d'Attractive World en France, augmenter la notoriété. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on a aussi une très très forte activité événementielle à Paris et maintenant en province. Et c'est vrai que la question qui va commencer à se poser maintenant qu'on commence à arriver à un certain degré de maturité en France, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est l'international. Et effectivement, quand on pense international, la question c'est est-ce qu'on est capable de trouver des capitaux en France pour partir dans des pays, notamment des pays anglo-saxons qui demandent énormément de capitaux, avec des investisseurs qui peuvent parfois être un peu frileux, ou est-ce qu'on va plutôt, et nous c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, on a plutôt des fonds anglo-saxons qui commencent à nous contacter et nous dire votre concept qui marche en France, il n'existe pas dans tel pays et nous on serait peut-être prêt à vous apporter ces moyens-là. Et donc voilà, la question pour les 12 prochains mois, ça va être international oui, non, et avec qui et de quelle manière. Vous êtes obligé de grandir de toute façon, pour vous, il n'y a pas le choix. Oui, il n'y a pas le choix, parce que après c'est une question de tempérament, mais voilà, moi j'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de découvrir des nouvelles choses, etc. Et de me dire qu'on reste cantonné à un pays alors qu'il y a un potentiel énorme dans d'autres pays, ça me semble. Et quel que soit le contexte de ce pays, qu'il soit politique, fiscal et autres, ça ne vous empêche pas. Vous avez décidé. Je partage un petit peu le même avec Sébastien, je veux dire, à partir du moment où vous l'avez dans la peau, que vous vous levez le matin, que vous êtes juste tellement heureux de développer votre entreprise que vous n'allez pas vous arrêter, même si vous pouvez déplorer que
que par rapport à des pays de l'autre côté de la Manche, par exemple, peut-être que ça soit un petit peu moins favorable. Il ne faut pas que ça soit un frein. J'ai une petite question. Le fondateur d'Attractive World a-t-il rencontré l'âme sœur sur son site? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Par déontologie. Non, mais le fondateur d'Alloresto commande souvent sur Alloresto. Ludovic nous a dit qu'il attendait la 15 millionième inscrite pour faire une demande. Sébastien, vos projets, vous avez signé un accord, je crois, au niveau d'Alloresto, oui, on vient de signer passer la vitesse supérieure, là, maintenant. Oui, exactement. Bon, on était déjà sur un rythme assez soutenu en termes de développement et de croissance d'activité. Mais on vient de signer effectivement une joint venture avec le numéro 1 mondial de notre secteur qui s'appelle Just Eat. Ce sont des Danois qui sont présents dans 17 pays, principalement en Europe, mais également au Brésil, au Canada et en Inde. Et donc l'idée est d'accélérer encore notre développement en France. Moi, aujourd'hui, je suis convaincu qu'on a encore énormément de choses à faire ici en métropole, en France, avant d'aller chercher du développement à l'international. Et la techno, comme vous disiez tout à l'heure, c'est en fonction de la demande, finalement, simplifier la vie des gens. Alors, c'est en fonction de la demande, oui, parce qu'on est toujours à l'écoute de nos consommateurs, mais ça fait aussi partie. Je viens de faire une blague en disant, voilà, je suis utilisateur d'Alloresto, mais voilà, c'est en permanence utiliser le service et puis me dire, tiens, là, ça aurait été sympa que si j'avais pu avoir telle fonctionnalité ou telle autre. Donc, c'est vraiment vivre son service, se mettre dans la peau de son consommateur et de se dire, tiens, là, je voudrais pouvoir faire évoluer à tel endroit, sur tel point sur tel élément, tel point de détail. J'aimerais bien avoir telle information. L'idéal, ça serait de pouvoir suivre le livreur sur son parcours et être capable de vous dire à vous en tant que consommateur, voilà, votre pizza elle arrive dans 5 minutes, dans 3 minutes, dans 1 minute, ding dong. Oui, c'est une manière d'optimiser tout ça. Y a pas de... Vincent Barbet, vos projets. Alors là, vous êtes tout nouveau, mais maintenant il faut y aller. Alors oui, il y en a plein, il faut y aller parce qu'on même après le 6 mai, on ne s'arrête pas. Après le 6 mai, on ne s'arrête pas, non, absolument. J'ai l'impression que la France est un peu arrêtée là. Donc... Quel que soit, comme tout le monde le dit, quelles que soient les nouvelles contraintes qui peuvent arriver, on continue. Donc nous, nos développements, c'est d'abord aussi dans les usages. On a un site en fait qui a réellement ouvert en septembre 2011, donc on est tout jeune. On a encore besoin de développer beaucoup de briques fonctionnelles. On est en train d'aborder le domaine des finances, donc de pouvoir avoir tous ces documents et toutes ces finances dans un vrai bureau numérique. Ça pose des problèmes de sécurité supplémentaires, etc. Donc on travaille là-dessus. Et puis ça demande aussi une vraie compréhension des usages de l'utilisateur. On a toute une équipe qui travaille dessus. Donc le plan de route, il y a des cartons de plans de route fonctionnels. Effectivement, on est en train de travailler sur l'aboutissement de partenariats avec des grands émetteurs, justement pour que le bureau numérique tel qu'on le propose devienne un vrai usage pour les utilisateurs et une vraie facilité pour augmenter la dématérialisation. Et puis, on travaille aussi le marché du monde numérique commence un petit peu à se rationaliser, donc on est aussi en train de regarder si par hasard parmi nos concurrents, confrères, il n'y a pas peut-être un peu de croissance externe, mais ça sera pour un peu plus tard quand on aura vraiment valorisé nos premiers partenariats. Pour terminer, Aziz, j'aimerais que l'on revienne sur ce que vous appelez, vous, RATP. Rêve, ambition, travail et partage. C'est en fait ce qu'on vient de faire et c'est en fait ce qu'ils vivent. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est possible finalement ? Qu'il suffit, on vient de le voir, d'avoir une bonne idée. Il y a un message qui est passé, je pense que dans la salle, beaucoup de personnes se disent « Est-ce que j'ai la bonne idée ? Comment je peux la concrétiser ?» Et si on vous a donné cette envie déjà de réfléchir et d'entreprendre, c'est déjà une bonne chose. Mais comment est-ce qu'on peut faire partager cette idée ? Oui, moi, mon slogan, je dis souvent qu'un entrepreneur répond à 4 valeurs, rêve, ambition, travail et partage. RATP, pour ceux qui auraient du mal à se souvenir des 4 valeurs, effectivement. Mais parce que je me dis qu'au départ, ce qu'il faut, c'est cette capacité à se projeter. On est dans une société où, on l'a entendu, l'entrepreneur par définition reste optimiste, mais c'est vrai qu'on est dans une ambiance pas forcément ce qu'il y a de plus optimiste, c'est pessimiste. Il y a Renault qui avait fait une magnifique publicité, je crois que tu as dû vivre ça, c'est de toute manière, ça ne marchera jamais. Je vais faire ça, de toute façon, laisse tomber, ça ne marchera jamais. Je vais essayer de faire ça, non, mais tu ne te rends pas compte, il y a ça, ça, ça et ça comme contrainte. Donc il faut ici ce rêve qui induit un petit peu cette inconscience et cette capacité à croire en soi ou en tout cas à se dépasser. Ensuite, l'ambition.
L'ambition, c'est tout simplement de vouloir être le meilleur dans son domaine et dans ce qu'on fait. Je crois qu'on l'a entendu, Alloresto, il veut nourrir toute la France, Attractive World veut contribuer à la démographie française, et puis on a un coffre-fort numérique pour sécuriser tout ce qu'on a à la maison et qui nous prend de la place dans nos tiroirs. Donc vouloir être le meilleur tout en rendant service. Ensuite, il n'y a pas photo, c'est la valeur du travail. Travailler. Léonard de Vinci, Mozart, Zidane, aussi talentueux qu'ils étaient, avaient besoin de travailler. Et je crois qu'on l'a entendu ce matin, c'est qu'il n'y a pas photo. Cette capacité à même au bord du gouffre, on est à 2 doigts du dépôt de bilan, à rebondir par le travail. Et puis enfin le partage. Je crois qu'on a des outils aujourd'hui à travers les nouvelles technologies. Le partage, cette valeur qui donne un petit peu du sens à la vie, de vouloir rendre un petit peu à la société, à la communauté, ce qu'on a eu la chance de pouvoir avoir, ou en tout cas ce côté souriant de la vie. Donc voilà, je pense qu'on peut le conjuguer à la première personne du pluriel. Nous devons rêver ensemble, nous devons être ambitieux, nous devons travailler tous ensemble et nous devons partager. Et la réflexion sur le partage, à la fois de l'expérience mais aussi des richesses, parce que je le dis souvent, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. L'argent, c'est pas la vie, l'argent, enfin, c'est bien d'en gagner, on rêve tous d'avoir une belle maison, une belle voiture, etc. Mais il y a peut-être d'autres valeurs derrière tout ça. Voilà. On va terminer là-dessus, je vous demande de les applaudir.